Madame, Monsieur, bonjour, ici Michel Gailloux, bienvenue au Régional. Cette semaine, nous vous présentons la deuxième et dernière partie de notre reportage sur le pipeline Montréal-Portland. Également, le lancement de la 10e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 2 médecins spécialistes se joignent au CLSC des Patriotes à Saint-Bruno et une entrevue avec la personnalité touristique en Montérégie. Notre émission cette semaine vous parvient de l'usine de filtration ici même à Otterburn Park. Donc, vous verrez tout au long de l'émission différents plans qui ont été pris à l'intérieur de cette usine. Et je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, nous vous présentons un reportage sur cette usine de filtration parce que le 27 avril prochain, vous êtes invité dans le cadre d'une journée porte ouverte. Cette semaine, dans le cadre de la deuxième partie de ce reportage, nous avons cherché à savoir où en étaient les autorités politiques, la sécurité civile et les dirigeants de Montréal Pipeline. Une chose est certaine, les élus de la vallée du Richelieu sont inquiets. Ils veulent réactiver le dossier. L'ex-commissaire fédéral à l'environnement, Scott Vaughan, n'a rien de bien rassurant. Dans un dernier rapport déposé en février dernier, avant son départ, il affirmait que si un déversement pétrolier ou gazier majeur devait se produire au large des côtes de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Écosse, le Canada n'est pas prêt à déployer une intervention d'urgence. Même s'il ne le mentionne pas spécifiquement, on peut se demander si on est prêt pour une telle éventualité dans le Richelieu. Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet de la MRC de la vallée du Richelieu, en doute. Ça nous inquiète énormément. D'autant plus, comme vous savez sûrement, il y a eu 32 incidents en 20 ans. Fait que 32 incidents en 20 ans, c'est quasiment 2 par année. Ça, c'est inquiétant. L'état du pipeline le préoccupe également. Il se demande comment l'entretien est fait par Montréal Pipeline. Vous savez, le gouvernement, aujourd'hui, nous oblige à passer des caméras dans nos réseaux d'aqueduc, dans nos réseaux d'égouts sanitaires ou pluviales, à savoir l'État. Je me demande si on fait l'exercice, eux. J'en doute énormément. Pour Jacques Villemer, maire de Saint-Denis et président de la Régie de l'eau du Bas-Richelieu, on ne peut pas jouer à la roulette russe. Un déversement aurait de multiples conséquences. Les conséquences, à court terme, c'est une catastrophe. Ça, c'est bien évident. Et à moyen terme, il faut revenir, c'est tout à refaire le système de filtration. C'est désuet, là, parce que une membrane à 0,5 microns, c'est un coup, c'est bloqué. Et puis, ça prend de l'eau, là. Nous avons des industries ici comme Compagne. On prend Bonduel, à Saint-Denis. Lui, ça, il prend de l'eau, puis pas de l'eau avec des pétroles. C'est Arctic Garden, des légumes surgelés, puis tout ça, en canne surtout, les conserves. Alors, ça serait catastrophique. Pour sa part, Jacques Durand, maire de Saint-Jean-Baptiste et président de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, aimerait bien que les autorités informent les élus. Évidemment que ça m'inquiète, et pas seulement moi, tous les membres autour de la table, parce qu'un accident tel qu'il soit, il y aurait des conséquences graves. C'est qu'on devrait, s'il y avait un accident quelconque, une fuite, où on serait obligé d'arrêter la production de l'eau et peut-être vider ce qu'on a à l'usine, puis attendre. Et ça priverait les municipalités qui sont membres de la régie d'eau pendant combien de temps? Ça, personne ne peut répondre à ça. Il ne faut pas être contre toutes les choses dans la vie, mais moi, je suis contre quand les gens sont capables de m'assurer qu'il n'y aura pas de problème pour la santé des gens, l'environnement, la faune. C'est quand ils sont capables de répondre. Comme dans le cas du gaz de schiste, dont il a été un témoin privilégié. Vous savez, à Saint-Denis, on a l'honneur d'avoir un puits. Hein? Et puis, suite à ça, j'étais sans connaissance, autrement dit, parce que j'avais, je me rappelle plus du nom, j'avais le monsieur représentant de la compagnie d'Alberta dans mon bureau qui m'avait avisé que c'est demain matin qu'on perfore, puis tout ça. Puis, il n'a jamais été capable de répondre à mes questions. Alors, c'est là que l'inquiétude vient. Si vous n'êtes pas capable de m'assurer, comment vous voulez que moi j'assure la population? Et c'est pour cette raison et par mesure de prudence que la MRC de la vallée du Richelieu a fait adopter une résolution demandant au BAP de se prononcer.
Ça, c'est clair, qu'il y ait une étude comme il faut, comme c'est supposé d'être fait d'ailleurs, parce qu'il reste quand même, on l'a dit tantôt, ça a 60 ans et plus. Il n'y a pas rien que les conduites aussi, il y a toutes les soupapes qui est là-dessus. Regardez, c'est un gros travail de recherche. Et pour nous, on l'a fait avec les gaz de schiste, on exige là, que ça passe devant le tribunal du BAP. Cette résolution-là, vous l'avez fait parvenir au gouvernement du Québec? Oui, oui. Quelle a oui. été la réponse? Excusez-moi l'expression, pas de son, pas d'image. Fait qu'on n'a rien eu. Je trouve ça un petit peu déplorable qu'on nous mette devant des faits accomplis comme ça, sans au moins avoir la décence de consulter supposément les partenaires. Même silence radio à Ottawa. Il y a 2 ans, ces questions ont également été soulevées. Il y a eu des demandes de fait par notre député à Ottawa et il y a eu le temps d'avoir d'autres élections depuis ce temps-là. Et les réponses, probablement qu'ils ne comprennent pas le français là-bas. Selon lui, le gouvernement fédéral doit assumer ses responsabilités. Je crois sincèrement que le gouvernement fédéral a une lourde responsabilité dans ce dossier-là. Et il devrait avoir l'obligation d'informer les populations touchées avant qu'un drame se produise, qui nous donne des façons de faire en devenant une fuite, un bris. On se débrouille comment? Mathieu Dubé, député NPD de Chambly-Bordua, admet qu'il est difficile de faire avancer le dossier à Ottawa. Qui vous avez rencontré à Ottawa pour exercer des pressions? À Ottawa, il n'y a personne qu'on a eu la chance de rencontrer. Comme je l'ai dit, c'est un dossier, je sais, qui est pris en main par le porte-parole de l'environnement, par le chef de l'opposition officielle, Thomas Mulcair. Moi, pour ma part, c'est surtout des rencontres au niveau local qui sont importantes pour connaître qu'est-ce qui se passe ici. À Ottawa, on a beaucoup de misère à rencontrer des gens qui peuvent nous aider. Alors, ça fait partie du travail qu'on a à faire. Comme élus, les maires se sentent coincés entre la population et la compagnie. Une assemblée publique, un citoyen viendrait nous poser une question, on fait quoi? Personne ne peut y répondre, à part de dire on ferme l'usine. Puis, c'est un problème qui relève d'une entreprise privée qui semble ignorer la communication avec les usagers. Toutes les municipalités qui longent le Richelieu depuis Chambly jusqu'à Sorel, on est tous dans la même position. Le gouvernement fédéral ne traite pas avec nous autres. Comme élus, on est dans l'ignorance. Il dénonce l'attitude des dirigeants de Montréal Pipeline. Il n'y a jamais eu moyen d'avoir un responsable des propriétaires de la conduite, du pipeline, là, venir rencontrer les citoyens puis leur expliquer. Ça ne s'est jamais produit. Et si quelqu'un d'autre au fédéral prenait le dossier en main, je lui souhaite bonne chance parce qu'il semble qu'ils sont mauditement indépendants, cette compagnie-là. Ils font ce qu'ils veulent au Canada, puis ils se foutent des populations. Mathieu Dubé a tenté lui aussi de rencontrer les dirigeants de Montréal Pipeline, mais sans succès. Ça, c'est des rencontres qui sont plus difficiles à avoir, c'est certain. Pourquoi? C'est tout le temps des questions d'horaire. On ne peut pas savoir si c'est la manque de volonté de leur part. Pour l'instant, Montréal Pipeline affirme ne pas vouloir inverser le pipeline. Mais, dans le cas contraire, la compagnie doit obtenir l'autorisation de l'Office national de l'énergie. Une autorisation qui, légalement, n'a pas besoin de l'approbation du ministère de l'Environnement du Québec ou du BAP. Si l'Office national de l'énergie autorise l'inversion du pipeline sans l'autorisation du BAP, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est une bonne question, en fait, puis je ne pourrais pas vous donner une réponse concrète tout de suite parce que ça démontre un peu la complexité des différentes juridictions qui sont impliquées dans le dossier. On peut toujours contester, ça c'est sûr, mais je ne crois pas que l'Office national de l'énergie passe au-dessus ou sans consulter le Bureau des audiences publiques, le BAP. En tout cas, je ne le pense pas, puis je ne le souhaite pas, ça c'est bien sûr. S'ils le font, bien, regardez, il va falloir aviser nos populations respectives, dire, regardez, il va y avoir un certain danger, là. Puis, tu sais, même si ça ne tombe pas dans le Richelieu, le tuyau, il peut fissurer dans une terre agricole ou proche des habitations, on ne le sait pas. Qui va s'en occuper? C'est-tu nos pompiers qui vont aller dans un champ avec nos camions incendies, puis faire la décontamination, puis faire ci, puis faire ça? On n'est pas équipés pour faire ça. Mais les MRC de la vallée du Richelieu ne sont pas les seuls à vouloir des évaluations environnementales. Le 16 janvier dernier,
La MRC de Memphrey-Magog a demandé au ministère du Développement durable la tenue de consultations publiques par le BAP. Le pipeline traverse la rivière Missisquoi Nord et d'autres cours d'eau dont dépendent 100 000 citoyens. Mais pour les élus, le temps presse. Tombé dans l'oubli depuis 2 ans, le dossier a pris du retard. Jacques Durand croit que l'on n'est pas pleinement conscient des risques. Il y a eu une prise de conscience il y a 2-3 ans, mais par la suite, le dossier est comme tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, et on n'a plus entendu parler. C'est vous qui avez réveillé, là, qui m'avez rappelé ce qu'on avait fait, ce qui avait été fait. Et j'ai contacté mes confrères et eux autres aussi. Ils ont dit c'est vrai, il faudra faire de quoi, mais on fait quoi? Selon Gilles Plante, la perspective de développement économique explique l'empressement des gouvernements au point de minimiser les risques. Ils sont peut-être trop en train de vouloir aller un petit peu bien trop vite. Puis, on l'a dit tantôt, il y a 60 ans, il me semble qu'on aurait pu y penser avant, faire une étude, là, de dire, regarde, là, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, puis faire des vérifications nécessaires. C'est là un petit peu que je trouve qu'il y a un manque. Là. L'appât du gain nous fait oublier les éléments de sécurité. De temps en temps, oui. On a rencontré déjà certains députés qui sont en poste là, pour le Parti québécois. Il y a même d'autres députés qui sont en poste pour d'autres partis politiques. Ils sont très conscients du problème, mais la grosse chose, sont conscients, ils sont intéressés à travailler avec nous. Par contre, il y a un très gros enjeu politique dans ce dossier-là. C'est là qu'on sent un petit froid un peu de la part du gouvernement, ils ont comme peur un peu de s'impliquer parce que, justement, il y a des très gros enjeux monétaires dans un dossier comme celui-là. On va commencer à faire des pressions à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est bien sûr. Moi, à la table des maires, on va en discuter à la prochaine rencontre, ça c'est clair. À commencer par des questions qu'il veut poser à la sécurité civile. Est-ce que eux, effectivement, sont équipés ou ils vont nous aider à s'équiper? Ce que je doute, parce qu'on sait que l'argent est de plus en plus rare, puis donc les équipements, ça va venir encore à la charge des municipalités. C'est de remettre sur pied un comité qui va aller frapper aux bonnes portes. Parce que je suis sûr que le député fédéral va être en maudit qu'on ne l'ait pas consulté avant. Ça sera son problème, parce que c'est bien plus celui qui est là, avec qui je m'entends très bien à part ça. Mathieu Dubé, qui est un gentil garçon, mais ça serait peut-être à lui, s'il est déjà au courant qu'il y avait eu un problème, de mettre ses culottes, puis dans son comté, dire on va convoquer la population, puis on va faire de quoi? Pour l'instant, j'ai pas eu de téléphone du bureau du député. Chose certaine, les craintes des élus et des citoyens ne sont pas sans fondement. Dans un rapport déposé en février dernier, l'ex-commissaire fédéral à l'environnement, Scott Vaughan, soulève de sérieuses lacunes de certaines autorités réglementaires. À Transport Canada, par exemple, le ministère qui gère le transport des substances toxiques, il relève que 70% des dossiers d'inspection sont incomplets. Et dans 75% des cas où on a décelé des lacunes, il n'est pas possible de savoir si des correctifs ont été apportés. Selon M. Vaughan, la situation est semblable à l'Office national de l'énergie, qui réglemente, entre autres, les pipelines. Autre nouvelle qui invite à la prudence, nous avons appris cette semaine que la société albertaine Enbridge a été sommée d'améliorer la sécurité de son réseau de pipelines, notamment dans 117 des 125 stations de pompage, dont celle située à Terrebonne. Nous avons tenté de joindre les dirigeants de Montréal Pipeline, plus particulièrement le porte-parole de la firme de relations publiques nationale. Nous n'avons reçu aucun retour d'appel jusqu'à présent. Également, nous avons contacté les autorités de la sécurité civile et le ministre de la Sécurité civile, Stéphane Bergeron, pour savoir quel était le plan d'intervention en cas de déversement dans le Richelieu. Dans un instant, le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. La Société canadienne du cancer vous invite le 1er juin prochain à l'école Ozias-le-Duc à la 10e édition du Relais pour la vie de la Vallée du Richelieu. Plusieurs personnalités de la région ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire de cet événement un succès. Le Relais pour la vie, c'est avant tout une fête familiale pour célébrer les survivants du cancer. C'est aussi une occasion unique pour se retrouver entre parents et amis afin de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés et pour lutter dans l'espoir d'éliminer à tout jamais cette terrible maladie. Isabelle Laramée, journaliste à Vallée-du-Richelieu Express.ca, a accepté la présidence d'honneur de l'événement cette année.
Vous savez, dans le titre de président d'honneur, il y a surtout le mot « honneur » et c'est véritablement un grand honneur d'être ici parmi vous pour vous présenter le 10e anniversaire du Relais pour la vie de la Vallée des Patriotes. Cette année s'annonce mémorable. Déjà, à ce jour, nous comptons le même nombre d'inscriptions que le nombre de participants l'an dernier. Et la campagne publicitaire n'est même pas encore amorcée. En fait, elle s'amorce aujourd'hui avec vous. Faisant valoir l'heureux mélange de la jeunesse et de la sagesse, c'est avec émotion que la présidente d'honneur a présenté les ambassadeurs de l'événement, en rappelant que le cancer demeure la première cause de décès au Canada. Pour l'avoir vécu, la famille et les amis se rassemblent autour de la personne malade à l'annonce de la maladie, afin de lui donner l'aide, le réconfort et surtout la force de continuer. Aujourd'hui, nous faisons la preuve qu'il en est ainsi aussi dans la vallée. En effet, c'est avec le plus grand sourire et un grand dévouement que ces ambassadeurs se sont réunis pour la cause si importante qui est le combat contre le cancer. Tous et chacun seront le porte-étendard et le porte-voix du relais afin d'encourager les gens à s'inscrire. C'est une lourde tâche si on considère que le cancer est la première cause de mortalité au Canada et il en est aussi ainsi dans la vallée du Richelieu. Et les ambassadeurs sont Pierre Duchesne, député de Borduas et ministre de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la technologie, Gilles Plante, maire de McMasterville, Diane Lavoie, mairesse de Belleuil, Gérard Boutin, maire d'Otterburn Park, Jacques Villemer, maire de Saint-Denis-sur-Richelieu, Michel Gilbert, maire de la ville haute Mont-Saint-Hilaire, et Frédéric Allard, préparatrice physique qui a combattu 3 cancers depuis l'âge de 19 ans. Dans un témoignage particulièrement touchant, elle a raconté son histoire. Je me suis dit, la première fois, j'étais jeune, on passe au travers. T'sais, on n'a comme pas de... On est jeune, on n'a pas de... On est à l'épreuve de tout. La deuxième fois, ma fille avait 3 ans. J'avais pas le temps. Je voulais être là. La troisième fois, je venais d'avoir mes 40 ans, j'ai fait, attends une minute, là. Je m'entraîne, je travaille avec des athlètes qui sont rendus très haut niveau, de tous les niveaux. Il y a quelque chose à comprendre à ça, puis pourquoi, tu sais. Fait que j'en parlais avec ma fille, je me demandais 3 fois, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai pas compris en 3 fois pour que ça revienne? Un matin, je suis à l'hôpital en train de suivre des traitements, je parle avec un ami au téléphone, parce que maintenant, ils nous les laissent. J'ai dit, Caroline, tu devrais voir le monde, ils ont comme, ils ont l'air down, nanana, il y en a qui sont seuls, puis Caroline, ils sont là, j'irais prendre dans mes bras, puis tout, puis là, il me dit, ouais, mais Fred, qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? J'ai fait comme, ouais, OK. Là, j'avais comme compris que peut-être que je pourrais aider des gens, parce que j'en parlais pas beaucoup. Surtout dans notre milieu, on essaie de le cacher, pas de le cacher, mais peut-être un peu parce que je suis une des seules filles qui fait au niveau des joueurs de la Ligue nationale, des choses comme ça, des joueurs de très haut niveau. Pour Frédéric Allard, le plus dur, c'est le regard des autres. C'est beaucoup d'émotions pour moi. J'ai accepté ce rôle parce que je peux pas m'empêcher de croire puis d'espérer. Puis je suis incapable d'abandonner. Je crois qu'il faut changer notre regard face au cancer parce que souvent, le mot qui fait mal à entendre, c'est un mot qui nous déboussole, c'est un mot qui fait peur à notre entourage, pas mal plus qu'à nous autres mêmes. En tout cas, moi, le fait de l'avoir vécu. Cependant, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Vraiment, vraiment pas. Une des choses qui fait le plus mal quand on vit ça, c'est de voir la pitié dans les yeux des gens. On est la même personne, il n'y a absolument rien de fini. Il y a d'autres choses à faire, il y a de quoi à faire. Si on n'est pas rendu à la fin, OK, on prépare tout. Là. Puis, elle a lu un petit mot que sa fille lui a écrit alors qu'elle avait 10 ans. Quand tu sens que cette chose t'emporte, tu espères toujours qu'à toi s'ouvre une porte. Celle qui te mènera vers la sortie, celle qui te redonnera ta vie. Dans tes yeux, il pouvait percevoir la douleur. Tu te battais avec ardeur. Tu t'es relevé. Tu n'as jamais lâché. Tu étais comme un lion en cage. Cette maladie a fait tant de ravages. Contre toi-même, tu te battais pour ne pas laisser les gens que tu aimais. Tant de cheveux sont tombés. Tant de larmes ont été versées. Pourtant, cette chose, tu l'as combattue, puisque la vie est trop courte pour ne pas être vécue. Cette porte t'a permis un matin de revoir le soleil, un matin de printemps, et ne plus laisser s'écouler le temps. Quand dans ta poitrine ton cœur battait, tu as finalement gagné ton combat. Je t'aime, maman. Malgré ses 3 cancers, Frédéric Allard n'abandonne jamais, comme les athlètes de haut niveau qu'elle entraîne. Ses victoires, elle les récolte loin des podiums,
loin des réflecteurs. Elle les savoure dans la simplicité de la vie, avec les gens qu'elle aime, en célébrant le souffle qui la fait vivre encore. Finalement, pour moi, là, ça veut dire que la vie est belle, puis il faut jamais, jamais abandonner, puis jamais cesser de croire puis d'espérer. Chaque moment, chaque instant est important, puis il faut vraiment vivre le présent, parce que demain, c'est une autre fois. C'est un autre jour. Je sais qu'on veut avoir des projets, je sais qu'on veut vivre dans le futur. Ça, c'est normal. Puis comme Isabelle a déjà écrit sur un article sur moi, aujourd'hui, je vais avoir 42 ans prochainement, puis c'est la première fois que je peux me coucher et me lever le matin en me disant, je peux mettre de quoi? Dans 2 ans ou dans 6 mois, je veux mettre quelque chose. C'est la première fois que je suis capable de le faire. Mais l'important, là, c'est qu'on vit ici, puis présentement. C'est donc un rendez-vous le 1er juin prochain à l'école Ozias-le-Duc de Mont-Saint-Hilaire pour la 10e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Dans un instant, 2 nouveaux médecins spécialistes au CLSC des Patriotes à Saint-Bruno. Bonne nouvelle pour les résidents de Saint-Bruno. 2 nouveaux médecins spécialistes se joignent au CLSC des Patriotes de Saint-Bruno. C'est dans le cadre d'une volonté de se rapprocher de la clientèle que cette annonce a été faite le 4 avril dernier. Une volonté amorcée en 2009 par l'ouverture à Belleuil du centre de consultation spécialisé au CLSC des Patriotes. Depuis, la popularité de ce service n'a cessé de croître. À preuve, depuis la dernière année seulement, tout près de 9000 consultations ont été effectuées par 9 médecins spécialistes présents au CLSC de Belleuil. Ainsi, une urologue et une chirurgienne plasticienne vont joindre l'équipe médicale du CLSC de Saint-Bruno et, dès l'automne, on compte ajouter la chirurgie générale au service offert à la population locale. Ce nouveau service vient donc s'ajouter à ceux déjà disponibles ici à Saint-Bruno depuis son ouverture en 1994. Des services très populaires et très utilisés en 2012. Plus de 1000 personnes ont bénéficié des services de la clinique de soins infirmiers. Plus de 1100 enfants entre 0 et 6 ans ont reçu un vaccin au CLSC. Près de 2000 personnes ont été vaccinées contre la grippe saisonnière en novembre dernier. Plus de 200 personnes ont rencontré des travailleurs sociaux et psychologues. Les 2 médecins spécialistes sont déjà actifs actuellement à Saint-Bruno. Elles ont été présentées par la directrice des services ambulatoires. La première, Dr Sarah Baillargeon-Gagné, est urologue, donc elle va faire des consultations pour tout ce qui concerne l'appareil urinaire. Elle pratique aussi à l'hôpital, c'est sûr, mais aussi au centre de consultation spécialisé à Belleuil. Dr Dupéré, quant à elle, c'est une chirurgienne plasticienne, donc elle va rencontrer la clientèle qui nécessite soit des chirurgies de reconstruction de la main, reconstruction des seins après un cancer, une réduction mammaire, les suivis des cancers cutanés. Et à l'automne prochain, 2 chirurgiens vont joindre l'équipe médicale. L'automne prochain, on aura les chirurgies générales qui vont s'ajouter. Donc, on a 2 chirurgiennes qui ont déjà fait part de leur intérêt à se joindre à l'équipe ici. Donc, il va y avoir Dr Hélène Boily et Dr Cathy Guimont qui vont venir eux aussi faire des consultations ici sur place. Les patients seront accueillis dans cette salle de consultation spécialement aménagée pour les médecins spécialistes. Alors, on se trouve maintenant dans la salle de consultation comme telle où les médecins vont rencontrer les clients. Ça va surtout être des rencontres, si on parle des cas de chirurgie, donc ça va être les rencontres pré-chirurgie qui vont se faire ici. Et l'opération aura lieu à Saint-Hyacinthe et le suivi post-opératoire va pouvoir se faire sur place ici même à Saint-Bruno, ce qui est un avantage pour la clientèle. Ça peut aussi être des rencontres, par exemple, en urologie pour des diagnostics à faire sur différentes maladies qui ne nécessitent pas nécessairement une chirurgie, mais qui ont besoin d'un suivi avec un urologue. Donc, les gens vont venir ici pour rencontrer notre urologue, Dr Baillargeon-Gagné. Bien entendu, pour consulter un médecin spécialiste, il faut avoir une référence de son médecin. Les personnes qui veulent prendre un rendez-vous avec le médecin de Saint-Bruno vont pouvoir transmettre leur référence médicale à Belleuil, au centre de consultation spécialisé, soit par fax ou par courriel, en numérisant leur demande de consultation, ou peuvent aussi l'apporter ici directement à la réception au CLSC Saint-Bruno. Dans un instant, la personnalité touristique en Montérégie. Il a réinventé le concept de quincaillerie au Québec.
Rona, le quincailleur, Botanix, c'est lui, André Dion. Et il vient d'être nommé personnalité touristique en Montérégie. Comme président de Rona, il a fait passer de quincailler modeste à la puissante chaîne que l'on connaît, faisant passer son chiffre d'affaires de 5 millions à 600 millions de dollars. Puis, il a fondé Unibrou avec Robert Charlebois, une autre entreprise qui l'a fait grandir et prospérer. Malgré tous ses succès, il n'avait pas encore atteint tous ses objectifs. Il lui restait un rêve. Il voulait devenir jardinier, se retrouver avec la nature, les fleurs, le plein air. Ferme Guillon, c'est un vieux rêve que j'ai rêvé à un moment donné lorsque j'étais président de Rona, qu'on a fait l'acquisition de Botanix. Alors, je voyais les gens de Botanix, comment ils étaient heureux, travailler 6 mois, 8 mois par année, toujours de bonne humeur, même s'il mouillait, même s'il neigeait, ainsi de suite. Alors, je dis un jour, je ferai ça. Mais heureusement ou malheureusement, en 1990, lorsque j'ai quitté Rona, je suis tombé dans la bière. Alors, j'ai fondé Unibrou. Après ça, à l'âge de la retraite, j'ai dit là, c'est fini la bière. Là. Je ne peux plus en prendre, puis je ne peux plus en vendre trop, donc je vais partir ma ferme. Alors, j'avais acheté, évidemment, je savais, à cause de mon rêve, à peu près beaucoup de terrains agricoles alentour de Chambly. J'ai dit, tiens, c'est le temps, on le fait. Et il l'a fait. Avec panache, puisque maintenant la ferme Guyon fait partie des incontournables du tourisme nature en Montérégie. Il a nommé sa ferme Guyon pour des raisons à la fois pratiques et historiques. Guyon, Jean Guyon est arrivé ici avec Louis Hébert, ça a été le premier fermier du Québec. Et au 17e siècle, le nom a changé parce que les gens ne savaient pas nécessairement écrire, lire, ainsi de suite. C'est devenu Guyon, 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 Dion, 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 Dion. Donc, ne cherchez plus des Guyons, il y a un qu'à Chambly qui en a, ou à peu près, mais c'est les Dions. La ferme Guyon ne présente pas que des fleurs, des plantes et des conseils horticoles. Elle enseigne aux enfants et leur transmet cette passion qui anime son fondateur. On a essayé de faire des choses très originales, et notamment au niveau des plantes. Alors, des plantes complices, des plantes indigènes, ainsi de suite, pour éviter l'utilisation de plus en plus d'herbicides, de fongicides, ainsi de suite. C'est ce qui fait un petit peu notre renommée. Évidemment, après ça, on a décidé de faire d'autres choses. Et la ferme pédagogique vient tout simplement d'une enquête qu'on avait faite à Montréal, où on demandait aux jeunes d'où vient le fromage. Les jeunes disaient « dépanneur ». On a dit donc on va faire des ateliers pour montrer aux jeunes que le fromage vient de la vache, puis comment traire une vache, ou vient de la chèvre. Okay? Et à ce moment-là, aussi, que le blé servait à faire du pain. Donc, les jeunes qui viennent chez nous, vous avez parlé tantôt de 37 000, notamment des groupes, de commissions scolaires qui les envoient de plus en plus, et on forme les jeunes. Avec la ferme Guyon, André Dion a maintenant complété la boucle. Il a trouvé son havre de paix. Et justement, c'est ce qui lui a valu le titre de personnalité touristique en Montérégie pour 2013. Voilà qui complète cette édition du Régional. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir par courriel à info@tvr9.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Régional. D'ici là, portez-vous bien. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route.